bonjour à tous. Moi je suis Michael Morvan, donc je fais partie du laboratoire ADGEN à Thury-Harcourt qui fait partie du réseau de laboratoires UpScience. Donc en fait on a deux laboratoires d'analyse en France, dont un à Thury-Harcourt qui fait principalement des analyses de biologie moléculaire et de microbiologie. Et on a un deuxième laboratoire en France, c'est à Saint-Nolff, qui est surtout responsable d'analyse physico-chimique et d'analyse prédictive utilisant la technologie infrarouge. Et en fait, il y a également deux autres laboratoires dans le monde, donc en Italie et au Vietnam, qui font également des analyses. Donc tout d'abord, une définition sur la traçabilité. Qu'est-ce que la traçabilité? Donc la traçabilité agroalimentaire, c'est l'application des principes de traçabilité à la filière agroalimentaire afin d'atteindre des objectifs de sécurité sanitaire des aliments. Elle vise à mieux qualifier les produits mis sur le marché, à assurer une bonne maîtrise des dangers et à baisser donc les niveaux de risque pour assurer un produit sain. Donc maintenant, je vais vous parler de pourquoi la traçabilité. Donc, on a une norme européenne du 28 janvier 2002 qui dit que chaque acteur de la filière agroalimentaire doit garantir la sécurité des aliments. Et la traçabilité agroalimentaire, c'est un peu le principe de la fourche à la fourchette, donc qui consiste à garantir la sécurité de la production agricole jusqu'à sa consommation finale, et ce qui va permettre d'identifier les produits alimentaires à toutes les étapes de la production, de la transformation et également de contrôler la provenance de ces composants jusqu'à sa remise jusqu'au consommateur. Donc la traçabilité elle vise aussi à assurer la maîtrise de tout ce qui est risque sanitaire, donc avec application des procédures HACCP, de vérifier également l'authenticité des produits, donc qui définit donc en fait l'authenticité, c'est des caractéristiques bien précises qui va permettre par exemple de déterminer l'origine des produits, de contrôler donc, si on a une conformité à l'espèce ou à la variété. Si on prend l'exemple de culture végétale, donc les méthodes de culture, si elles sont bien révélées, si on n'a pas fait d'adultération des produits, et ça va éviter donc la fraude alimentaire. Donc la traçabilité, c'est également une réponse aux tendances du marché, avec des consommateurs qui vont être de plus en plus exigeants en recherche de plus en plus de naturalité et de produits sains. On va avoir des consommateurs qui veulent des produits sans additifs ni conservateurs. On veut s'assurer qu'il n'y a pas d'OGM dans les produits, qu'il n'y ait pas d'allergènes. On veut également avoir plus d'informations sur la composition nutritionnelle du produit, l'origine des produits. On veut des produits qui sont d'agriculture biologique et on veut vérifier l'authenticité des produits. Donc, quels peuvent être les signes d'une traçabilité maîtrisée de la part des acteurs de la filière agroalimentaire? Donc, en fait, on a l'existence de référentiels et de certifications auxquels ces acteurs peuvent se soumettre. Un des exemples, ça va être la GFSI, donc, qui a été établie pour garantir l'indépendance, la compréhension commune et la qualité des diverses normes de la sécurité alimentaire mises en place pour améliorer donc, la sécurité sanitaire des aliments. Ça va permettre également de vérifier la conformité aux exigences qui sont donc légales et la qualité et favoriser donc les échanges commerciaux. Donc on a d'autres certifications comme la certification GMP+, c'était ça, donc pour la sécurité des aliments à destination animale. On peut également noter la certification CALIM, qui est une référence pour tout ce qui est donc une certitude de la solidité et de la fiabilité des procédures de sécurité sanitaire, de la qualité et de la qualité des entreprises qui concernent la nutrition animale. Et enfin, on a une autre certification qui est reconnue sur le marché allemand, qui est la certification VELOG, qui est utilisée donc, surtout pour l'importation des produits dans l'Union européenne, ce qui garantit qu'il n'y ait pas d'OGM dans le produit. Donc maintenant, comment assurer la traçabilité? Donc je vais revenir sur le principe de la fourche à la fourchette. Donc on doit pouvoir garantir la sécurité et l'authenticité des produits, donc de la production agricole jusqu'à la consommation finale par le consommateur. Et nous, nos laboratoires d'analyse peuvent réaliser tout ce qui est analyse microbiologique pour assurer la sécurité sanitaire des aliments. Nous effectuons également des recherches d'OGM pour garantir leur présence ou leur absence
la recherche d'allergènes, nous vérifions également l'authenticité et nous pouvons également réaliser des analyses prédictives pour l'analyse de la composition des aliments. Alors maintenant, quel outil analytique pouvons-nous utiliser pour assurer cette traçabilité? Donc, un des exemples, c'est l'analyse microbiologique, qui est réglementaire. Donc on a deux règlements qui incombent à tous les exploitants du secteur alimentaire qui sont des critères microbiologiques et des dispositions en matière d'hygiène. Donc si nous voyons tout d'abord les critères d'hygiène de procédé, c'est des critères qui vont indiquer l'acceptabilité du fonctionnement du procédé de production. Donc il va y avoir des valeurs indicatives cibles de micro-organismes qui ne devront pas être dépassées. Et en cas s'il y a trop de flore, il va falloir mettre en place des mesures correctives et visant à maintenir l'hygiène de procédé de production. Donc ça concerne surtout le dénombrement des entérobactéries, des Escherichia coli, et le dénombrement des staphylocoques acoigilas positifs qui sont souvent retrouvés dans tout ce qui est dans les fesses. Donc c'est vraiment des critères en matière d'hygiène. Et enfin, on a également les critères de sécurité des denrées alimentaires. Ça, c'est une fois avant que les produits arrivent chez le consommateur. Donc c'est les critères qui vont définir l'acceptabilité d'un produit ou d'un lot de denrées alimentaires avant qu'il n'arrive en magasin. Donc il est applicable aux produits mis sur le marché. Et on va avoir des mesures de retrait-rappel en cas de non-conformité à un critère microbiologique. Et pareil, si on a des dépassements de tel ou tel pathogène, on va avoir une mise en place de mesures correctives. Donc on peut lister par exemple la recherche et le dénombrement des Listeria monocytogenes, la recherche des salmonella, ça fait également le dénombrement des entérotoxines staphylococciques. Donc un deuxième exemple d'analyse, c'est pour l'analyse des OGM, donc pareil qui est réglementaire. Donc la réglementation impose un étiquetage obligatoire en cas de présence d'OGM ou de dérivés lorsqu'on a un pourcentage supérieur à 0,9%. Donc là, nous utilisons des méthodes de PCR en temps réel, donc avec des amorces et des sondes qui sont spécifiques de l'OGM en question, pour les rechercher et les quantifier. Et on peut noter également qu'on peut avoir des empilements. Des empilements, j'allais dire assemblage, des empilements d'OGM, donc ils peuvent également être détectés. Donc parmi les espèces les plus couramment analysées, nous avons le soja, le colza, le maïs, on a le blé, on a la betterave, le riz, le lin, le tournesol et le coton. Donc nous effectuons également les analyses d'allergènes, donc qui est également réglementaire. Donc on a un étiquetage qui doit être obligatoire pour tout produit qui contient un ou des allergènes. Donc là, pareil, nous utilisons des méthodes de PCR en temps réel, donc quantitatives en temps réel, ou des méthodes ELISA. Donc nous recherchons tout ce qui est le fruit à coque, ça peut être le céleri, la moutarde, donc pour garantir leur absence dans les produits. Et enfin, une dernière partie, c'est sur l'analyse d'authenticité des produits. Alors tout d'abord, l'authenticité, elle implique la notion de fraude, donc de tromperie intentionnelle du consommateur, dans le but le plus souvent économique, dans le but de vendre un produit à plus faible valeur commerciale ou de remplacer des produits par des composants de qualité qui sont moindres. Donc on peut noter par exemple, on utilise également la PCR en temps réel, en ciblant des gènes discriminants, et donc parmi les exemples, on peut discriminer par exemple si entre le saumon et la truite, quelle est l'espèce de poisson dans l'aliment, entre le bar et la dorade royale. Nous effectuons également de la spéciation animale, donc par exemple entre la différence, on peut distinguer du cerf et du chevreuil dans la viande, on peut distinguer le bœuf, le cheval, etc. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'on a récemment l'arrivée de nouvelles sources de protéines par l'utilisation d'insectes qui sont autorisées progressivement sur le marché. Et il va falloir également mettre en place des stratégies d'analyse pour pouvoir détecter les insectes qui seraient mis dans les produits et qui ne seraient pas autorisés en Europe. Donc ça ouvre des perspectives également de mise en place de protocoles d'analyse. Et enfin, dernier type d'analyse, on a l'analyse prédictive NIR, donc qui utilise la technologie infrarouge,
qui va permettre un contrôle rapide des produits, permettant aussi d'ajuster la formulation et de détecter tout potentiel écart. Donc on va analyser la composition exacte donc, du produit. Et donc on va avoir donc quelques exemples de matrices qui peuvent être analysées par cette technologie. Donc on peut analyser aussi bien les matières premières que les aliments, donc, comme le porc, la volaille, le lapin, les bovins, tout ce qui est les pet food également. Et on peut également analyser les fourrages, donc pour analyser leur composition nutritionnelle, donc pour pouvoir les adapter en cas de s'il y a des avant de les donner aux animaux pour ajuster la formulation. Donc voilà. Alors là, je vous ai présenté en gros un par un des analyses qui peuvent être réalisées au sein du laboratoire, mais faire des analyses pour réaliser des analyses, c'est pas forcément pertinent. Il faut avoir vraiment une stratégie analytique pour les réaliser. Donc j'ai pris l'exemple des OGM. Donc, par exemple, on va avoir une matière première qu'on va recevoir, et la question qu'on peut se poser, c'est tout d'abord, est-ce qu'on connaît l'origine végétale du produit? Donc si oui, on va pouvoir... il y a une deuxième question à se poser, est-ce que les OGM qui sont contenus dans cette espèce végétale, est-ce qu'ils sont connus? Donc si oui, on va pouvoir les détecter et les quantifier. Mais souvent, dans la plupart des cas, on ne va pas connaître les OGM qui sont présents dans la matrice, et dans ce cas-là, on va réaliser un screening de tous les OGM qui sont autorisés de l'espèce végétale concernée. Et il arrive des fois qu'on reçoive que le client a des échantillons où on ne connaît pas, quand c'est des aliments transformés, exactement quelle espèce végétale est contenue dans l'échantillon. Donc tout d'abord, il va falloir identifier l'espèce végétale en question en ciblant du coup le gène endogène de l'espèce végétale pour le détecter. Et ensuite, on va faire un screen global de tous les OGM autorisés, toute espèce végétale confondue qu'on aura distingué préalablement. Et ensuite, on va pouvoir détecter et quantifier les OGM qui vont contenir les marqueurs moléculaires qui ont été détectés lors du screening. Donc ça, c'était un premier exemple de stratégie donc analytique. Et un deuxième... donc en fait, oui, dans tous les cas, on va détecter et quantifier les OGM. Donc la deuxième stratégie qui peut être appliquée, c'est une stratégie pour le contrôle des matières premières, où on peut combiner deux méthodes analytiques. Donc qui va permettre la première analyse, ça peut être, on peut combiner l'analyse chimique et l'analyse prédictive numérique. Et en fait, la combinaison de ces deux méthodes analytiques va permettre en fait d'augmenter le contrôle donc, des matières premières et des produits fournis sur des paramètres de type proximal. Et ça va permettre également donc on va pouvoir adapter donc, ces plans de prélèvement pour le suivi donc, du NIR via des cartes de contrôle. Et ensuite, ça va permettre également de réorienter les analyses sur des risques émergents et d'adapter donc les analyses chimiques pour répondre aux nouvelles normes sanitaires. Donc en fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est que au-delà du besoin de répondre à la réglementation, donc la détermination et la mise en place d'une stratégie analytique pertinente est un facteur clé pour garantir la traçabilité de vos produits. Donc voilà. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Paramètre proximal. Paramètre proximal, c'est... Ici, vous allez avoir tout ce qui est matière première, humidité, taux de sang. C'est tout ce qui est... Oui, c'est... je ne sais pas comment l'expliquer de manière simple. Oui, c'est ça. En fait. Oui, c'est ça. C'est des éléments qui sont souvent facilement détectés par une NIR. Et effectivement, c'est vrai que le NIR ne nécessite pas de destruction de l'échantillon, donc vous avez une certaine rapidité. Alors, bien sûr, un NIR ne vaut que par la définition de la calibration qui est basée sur des données chimiques. Donc, plus vous avez des données chimiques précises avec une faible incertitude, plus vous avez une incertitude sur le NIR qui est faible. Voilà, donc, mais c'est un outil qui peut être intéressant pour faire les contrôles, on va dire, rapides. Vous avez des prestations, enfin des appareils NIR qui sont installés en ligne, vous avez du contrôle en ligne. Néanmoins, ça ne suffit pas, il faut toujours compléter avec de l'analyse physico-chimie. Mais en tout cas, voilà, par rapport à des stratégies analytiques,
il faut voir que vous avez plusieurs outils à votre disposition pour assurer la traçabilité, et que donc le NIR est un outil qui complémente en fait des analyses de physico-chimie par rapport à des risques physico-chimiques, et que, on va dire, le budget dégagé peut être utilisé à des contrôles de paramètres physico-chimiques plus, on va dire, plus coûteux. Voilà, donc puisque on sait très bien que la qualité, c'est aussi un budget, et que souvent, il est demandé aux responsables qualité de faire le max avec le moins en termes de budget. Voilà. Donc, l'objet de notre présentation, c'était d'indiquer les différentes, comment l'analyse peut vous aider à maîtriser la traçabilité, et avec quels moyens, quelles combinaisons, quelles stratégies peuvent être mises en place. Je voulais rajouter quelque chose sur le NIR. Du coup, ça permettait également de permettre de voir s'il n'y a pas eu des adjuvants rajoutés dans les produits. Donc ça permet le NIR directement en fait, de détecter si par exemple on a rajouté du sable ou n'importe quoi. C'est vrai que le NIR est très performant au niveau des matières premières en fait. Il y a c'est pas mal utilisé pour des contrôles dans les ports en fait. Et c'est vrai que c'est utilisé au niveau de l'alimentation animale, parce que ça permet, donc, comme indiqué Miguel, de faire des compléments d'alimentation de ration pour avoir de la viande ou du lait à un coût maîtrisé, qui après se retrouve sur la chaîne des usines de transformation agroalimentaire. J'ai une question. C'est sur le screening OGM, quand on ne connaît pas l'espèce, comment est-ce qu'on ne passe pas à côté Alors, quand on ne connaît pas l'espèce, en fait, normalement, on a des espèces les plus communes qui contiennent des OGM. Donc, en fait, on va déjà rechercher l'espèce. Donc, on va rechercher en même temps la betterave, le soja, le colza, le maïs, le blé. Et dès qu'on va identifier en fait l'espèce végétale, c'est là où on va pouvoir faire nos stratégies de screening. En fait. C'est ça. Mais tant qu'on n'a pas déterminé l'espèce végétale, c'est sûr qu'on ne peut pas lancer on va pas lancer un screening à l'aveugle. Après, écoutez, si vous avez d'autres questions au cours de la journée, on a notre stand.